Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio pour les débats avec vous. 08, non, on ne prend pas d'appel, c'est un vieux réflexe qui est revenu. 0826 300 300, mais vous pouvez aussi nous appeler, mais on n'a personne au standard, donc ça se fera dans le vide. Pour commenter l'actualité, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Bonjour Gilles Plattret, maire de Chalon-sur-Saône, bonjour, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Vous êtes spécialiste en communication, vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Dernière minute, une surveillante d'un collège blessée au couteau par un élève lors d'un contrôle à l'entrée de ce collège. On va en reparler évidemment. Le bateau pour Gaza, 5 Français refusent leur expulsion et seront présentés à un juge. Ce blocus humanitaire à Gaza pour Emmanuel Macron est un scandale et une honte. Et Marine Le Pen qui dénonce une Europe wokiste, empire marchand ultralibéral. Bref, un retour aux fondamentaux du RN. Beaucoup de sujets avec vous, beaucoup de je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter. Frédéric, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur. J'ai un peu vous arnaquer parce que j'ai un coup de gueule, un coup de cœur en même temps. Bon, parce là, que ça tombe bien. j'avais imaginé au départ faire un coup de gueule contre le travel ban de Donald Trump qui vient de publier une nouvelle liste de pays dont les ressortissants sont interdits de territoire. Alors, il ne s'agit pas ici de contrôler l'immigration, ce qui peut parfaitement s'apprécier et s'expliquer, mais tout simplement d'interdire l'accès aux États-Unis à certaines nationalités. Pour moi, c'est une humiliation de plus pour notamment des millions d'Africains, et je pense particulièrement à mes amis congolais et togolais qui se voient déclarer persona non grata sans raison, sans avoir rien fait, juste en fait subir la politique, des mesures politiques, mais qui ont des impacts sur les populations civiles, même si on peut parfaitement vivre sans se rendre aux États-Unis. Ça me permet aussi, en parallèle, de dire que souvent, nous, Français, nous sommes 10 millions par an à voyager hors Union européenne. On ne réalise pas souvent la chance qui est la nôtre de voyager sans contraintes bureaucratiques, sans visa. Le passeport français, c'est un des passeports qui est le plus ouvert vers le monde. Et cette chance-là, en fait, on la mesure pas parce que ça nous paraît juste normal, en fait, de voyager, de passer les frontières, ce qui n'est pas le cas et loin d'être le cas pour tout le monde. Alors j'avais un coup de cœur quand même. Je vous partage mon coup de cœur parce qu'ici, comme ailleurs d'ailleurs, on a la gâchette facile pour les critiques, mais quand il y a des bonnes nouvelles, il faut pas s'en priver. Je voulais revenir sur les retombées économiques directes des Jeux Olympiques qui sont bien supérieures à ce qui a été prévu. Quand on parle Jeux Olympiques, on parle souvent budget, on parle souvent catastrophe économique. Là, c'est probablement plus de 76 millions d'euros qui seront reversés au sport français en économie directe. Je dis probablement parce que les comptes s'arrêteront seulement à la fin du mois, donc il y aura encore peut-être quelques rentrées. Mais c'est quoi ces bénéfices d'ailleurs? En fait, c'est les bénéfices. Ce sont les bénéfices directs du merchandising, des places, de tout ce qu'a généré en entrée directe les Jeux Olympiques. Alors après, il y a des bénéfices indirects, il y a aussi des coûts qui sont pas forcément associés à ça, mais en tout cas ça c'est de l'argent direct qui va pour partie au comité, qui va 100% au sport. C'est le contrat qui est passé avec le comité d'organisation. Ça va en partie au comité national olympique, en partie au comité international olympique qui a dit qu'il allait en reverser à la France, mais ça on verra. Et puis c'est supposé pour 60% aller au sport français. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit bien également réparti sur le territoire, que tout le monde puisse en bénéficier et qu'il profite notamment au sport qui en ont le plus besoin. Donc ça c'est une affaire à suivre. Oui. Commentaire Samuel? Moi j'ai une réaction. Alors sur l'immigration je ne vais pas en parler davantage parce que on traite souvent le sujet ici. Mais c'est pas une question d'immigration, Samuel. Oui, c'est pas une question d'immigration. Des pays qui peuvent plus accéder, enfin des ressortissants de pays qui peuvent plus accéder aux États-Unis. En revanche, sur l'influence du sport, c'est extrêmement important puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau. On a eu 3 événements majeurs là, sportifs qui ont fait parler de la France dans le monde entier. Les JO, extrêmement réussis. Évidemment, on avait tous des craintes sur la sécurité. Les moyens ont été mis pour qu'on puisse vivre en sécurité à Paris comme on ne vit jamais en sécurité à Paris malheureusement. On a le PSG, quoi qu'on pense des propriétaires du PSG, qui a gagné la Ligue des Champions avec un score 5-0 qui est historique et qui mettra peut-être des décennies avant d'être dépassé. Et pour ceux qui sont à Paris, qui circulent dans les rues, je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais vu autant de personnes circuler, notamment des touristes, circuler avec un sac du PSG à la main, puisqu'ils sont allés faire leurs emplettes, notamment parce qu'ils considèrent maintenant que c'est un grand club, un club important pour la France. Et ça avait été dit d'ailleurs par Marquinhos, qui est un joueur de l'équipe, et par Luis Enrique, qui est l'entraîneur, qu'en fait ils avaient aussi gagné pour la France, et c'est ce que voit le monde entier. 3e événement sportif, Roland Garros. Finale historique, la plus longue, qui a marqué énormément de gens. Certains disent que c'est la plus belle finale que j'ai jamais vue. Je ne sais pas, je ne pourrais pas juger là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a marqué plein de gens dans le monde entier et que ça fait partie des 4 tournois majeurs. Pourquoi je dis ça? Parce que
En termes d'influence, souvent, on ne parle que d'économie directe, on parle d'investissement étranger, on parle peut-être d'entreprises qui circulent avec des chefs d'entreprise qui vont se rendre à l'étranger avec des ministres, avec le président. C'est important, mais l'influence directe auprès des populations, on en parle très peu en France, alors que, et je termine là-dessus, les pays dont l'influence a augmenté ces dernières années, notamment le Japon, dans les années 80-90 et encore 2000, notamment la Corée, sont des pays qui ont une stratégie d'influence auprès des populations avec des produits culturels importants. Et ça, je trouve qu'on l'utilise pas assez en France, on l'a pas souvent à l'esprit. Mmh. Bon, un petit bémol quand même sur votre enthousiasme sur les bénéfices. Les Jeux Olympiques ont quand même coûté 9 milliards d'euros, donc 3 à 5 milliards, dont 3 à 5 milliards d'argent public. Je n'ai pas dit le contraire, Valérie. J'ai parlé de retombées directes. Non, mais on a l'impression que les retombées directes, il y a quand même un endettement énorme pour ces Jeux Olympiques. Oui, mais d'habitude, on perd du fric partout. Non, mais j'ai dit, c'était... Non, mais c'est vrai, d'habitude, on perd du fric. On n'en perd pas vraiment parce que c'est quand même un investissement auprès du monde entier. Donc ça a quand même été mieux que ce qu'on pensait. Il y a bien un coût, il est très important. C'est aussi un investissement sur l'avenir, donc difficilement mesurable à date. Mais c'est moins pire. Mais il y a aussi des retombées. Les retombées sont positives. Quand il pourrait ne pas y en avoir, et elles sont surtout au bénéfice du sport et des Français qui vont pratiquer le sport et des plus jeunes. Ça a été un événement effectivement incroyable. On a une agence d'événementiel formidable ici. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Frédéric Fougerat, spécialiste en communication. On essaie, président de Tenkan Paris. Vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studierama, Gilles Plattret, maire de Chalon-sur-Saône, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On va revenir sur le discours de Marine Le Pen hier qui dénonce une Europe wokiste, empire marchand ultra-libéral. On va revenir sur le blocus humanitaire à Gaza avec Emmanuel Macron qui dénonce un scandale et une honte. On parlera également de ce bateau pour Gaza avec des Français qui refusent leur expulsion, qui seront présentés à un juge, et on pourra s'interroger sur un excès de zèle peut-être du ministre des Affaires étrangères concernant cette affaire. Et puis une surveillante de collège blessée au couteau. Son pronostic vital est engagé. Elle a été blessée ce matin alors qu'elle contrôlait des sacs à l'entrée d'un collège. Bref, vos coups de cœur et vos coups de gueule avec... la surveillante ce matin est décédée. La surveillante est décédée. C'est un peu... Quelle horreur. C'est selon CNews, donc on attend peut-être la confirmation, mais son pronostic vital était engagé, donc imaginez que dans un collège... C'est dingue, ça change tout d'ailleurs. Bah oui, ça change tout effectivement, et on pensera à Emmanuel Macron qui nous reproche de parler de faits divers et de brainwasher avec tous ces sujets. Je pense que les gens sont plus préoccupés par ça que par les océans, même s'il faut se préoccuper évidemment des océans. On en reparlera. On va essayer de parler peut-être d'autres choses avec vous, Sophie. 2 coups de cœur. Vous avez droit à 2 coups de gueule, excusez-moi. 2 coups de gueule. Non, alors un petit coup de gueule. C'est open bar aujourd'hui. Oui, un petit coup de gueule parce que il est régulier. C'est Parcoursup. Moi, j'ai autour de moi plein de jeunes qui n'ont pas encore passé le bac, qui n'ont pas encore les résultats du bac. J'en ai une en particulier qui a 15 de moyenne partout, qui a écrit partout pour faire du droit. On lui annonce qu'elle est 12 millième sur la liste d'attente. Elle n'a pas de réponse. C'est un mur muet, avec impossible d'avoir quiconque au bout du fil. Vous avez des mômes. Alors, on a les notes de l'année, mais alors pourquoi il y a le bac ? Parce que le bac, à la limite, elle a reçu la réponse avant. Parcoursup, les parents sont rongés, parce qu'évidemment, d'abord, les jeunes sont plus doués avec tout ce qui est informatique. C'est quoi le problème de Parcoursup ? Alors, le problème, c'est une usine à gaz ? Alors, c'est une usine à gaz à la française. On fait des demandes à un moment où l'enfant a pas fini, il n'a pas passé son bac, etc. Mais on regarde le parcours de notes très bien. Ça dépend des notes et on se demande comment c'est fait. Ensuite, c'est envoyé à toutes les facs. Il a fait son choix avant.
Après ça, à part ça, on nous dit qu'il faut qu'il passe 1 an pour réfléchir à ce qu'il va faire, mais là, il faut qu'il fasse son choix 3 mois avant son bac. Et ensuite, vous avez un mur aveugle. On vous dit, vous avez 15 de moyenne partout, on vous dit, vous êtes 4 millième. Voilà, pour être éventuellement accepté. Donc ça va pas. Donc quoi, conclusion, ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne suis pas spécialiste c'est ce que vous de dites ce qu'il faut faire pour l'orientation. Excusez-moi. En tout cas, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Je pense d'abord qu'il faut parler aux parents, il faut que les jeunes puissent s'exprimer, il faut qu'il y ait un lieu de rencontre. C'est aveugle, la réponse va être donnée, vous aurez la réponse à telle date. Puis alors, il y a un message le lendemain, non, c'est retardé de 8 jours. C'est horrible. Donc voilà, Parcoursup, ça va pas tous les ans. Deuxième coup de gueule. Samuel, juste un mot, vous voulez dire? Oui, le système actuel véritablement pose question, puisqu'il y a plein de gens qui s'en plaignent, qui ont l'impression de ne pas avoir de réponse. Et je pense que c'est le souci fondamental, c'est que si vous utilisez ce genre de système et que les gens sont dans l'inconnu jusqu'au bout, eh bien, ça crée de la frustration et on se demande exactement comment sont faits les choix. Je vous dis pas que le système plus ancien auquel j'ai fait face était mieux, mais en l'occurrence, à l'époque, eh bien, vous faisiez votre dossier fac par fac. Voilà. Et donc, c'est pas mal, ça, je trouve. Les facs, vous aviez une date par fac. Alors, ça peut être embêtant, il fallait faire des papiers différents, on envoyait par courrier. Mais à part certaines universités qui vous disaient il faut telle moyenne, et si vous l'avez pas, vous pouvez pas entrer dedans. Les autres, elles vous recevaient. Et puis, ça peut être compliqué. Le bac, ça sert à quoi, ça alors peut être compliqué. Et la question derrière, c'est aussi évidemment celle du bac. Je m'en sens très bien au bac. On le voit quand même, les mauvais effets du système. Effectivement, Samuel Lafont a raison, c'est pas forcément facile de revenir en arrière aujourd'hui. Mais ça balade un peu les élèves sur la carte de France d'une manière assez aveugle. Je pense en particulier aux écoles d'infirmières. Nous, on a relevé le fait que de ne pas pouvoir aller au plus près de chez soi pouvait décourager des vocations. Parce que ça renchérit forcément le coût des études. Et que vous pourriez avoir des candidates vraiment dans la proximité des écoles existantes qui seraient tout à fait en capacité de les accueillir. Et ça conforterait les vocations en réglant un certain nombre de soucis financiers dus à l'éloignement. Donc voilà, je prends ce micro-exemple parce que c'est un secteur excessivement tendu. Comme vous le savez, on a besoin de vocations d'infirmiers, d'infirmières. Et ce système-là tend à décourager des gens qui pourraient le devenir au bénéfice du système de santé. Et ça, pardon pour rebondir, mais c'est très important, puisqu'effectivement, il n'y a pas seulement un choix de filière, mais il y a des coûts pour la famille. Bien sûr. Et on a l'impression que le système est aveugle à ça, alors que tout le monde ne peut pas se déplacer. Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune de devoir payer un logement. Et vous savez qu'il y a un problème au niveau du logement. Se déplacer, il y a des gens qui font des choix, la plupart des Français font des choix parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir à côté de chez eux, de poursuivre leurs études à côté de chez eux. Et mais non seulement ça, mais chez eux ou l'établissement pour les infirmières. Hier, j'avais la propriétaire du petit salon de coiffure où j'étais qui m'a dit si elle est acceptée nulle part, je repars à l'étranger. Souvent, souvent, ce sont les enfants qui partent à l'étranger. Oui, mais elle, c'est la famille. La famille, elle. Carrément, elle me dit, j'en peux plus. Non, mais il y a de plus en plus d'élèves qui partent, quand on pense à médecine ou vétérinaire, qui partent en Roumanie faire leurs études. Rapidement, deuxième coup de gueule que je vous autorise. Mais c'est très important parce que vous allez, vous connaissez Valérie, vous allez hurler comme d'habitude. Alors, moi, j'ai un coup de gueule. Vous savez que j'avais, je le précise parce que vous avez commencé votre vie. 2 coups de cœur qui finissent en 2 coups de gueule. Voilà. J'étais présidente du syndicat du marketing, j'ai lancé pratiquement le télémarketing en France. C'était pas SVP, c'était ma concurrente, mais ça fait rien. Mais c'est très très bien. Et aujourd'hui, nous sommes tous harcelés de coups de fil par des automates d'appel, c'est ça le vrai problème, de marchandage avec des voix enregistrées, surtout l'État d'ailleurs, beaucoup. Et alors évidemment, ils ont fait une loi. Alors qu'il y a un syndicat extrêmement efficace. Et ils ont fait une loi, ce qui fait que ça va être interdit au mois de mai de faire des appels, de lancer des appels à des gens qui ne l'ont pas demandé. C'est formidable. En 2026. L'année prochaine. L'application, c'est 2026. Et on fait une loi, mais il faudra plus d'1 an pour l'appliquer. Pour les PME, le démarchage téléphonique, je dis ça à tous ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose de fondamental si c'est bien géré. Ce qui est épouvantable, c'est les automates. Souvent, ce ne sont pas des PME. Souvent, vous avez... Mais nous sommes bien d'accord. Mais il y a d'autres systèmes, et au lieu de tout interdire sans faire la différence, il y a une charte éthique du secteur qui peut être mise en place. Le Sénat avait déjà durci la loi. On avait droit à 2 appels sur 60 jours, etc. Et c'était contrôlé. Il faut valoriser les outils qui existent aujourd'hui comme Blocktel.
qui a été mise en place. Qui fonctionne absolument pas. Qui fonctionne pas du tout. Absolument pas. Il faut l'améliorer. Bah oui. Non, mais ça il faut qu'il donc en gros, vous dites qu'il faudrait un peu plus de nuances, mais c'est insupportable. Attendez. Le marketing téléphonique, c'est insupportable. Valérie, oui, c'est insupportable. Vous avez des boîtes, vous savez le nombre d'emplois que ça va supprimer? Je m'en fous. Je m'en fous. Quittez cette émission. Mais ma mère n'en peut plus de ces appels. Ne peut plus 10 par jour. Il y a un harcèlement téléphonique sur les personnes âgées. Je ne les fais pas moi-même. Non, mais donc je ne suis pas un automate d'appel. Donc je dis qu'il faut absolument laisser une part aux PME qui ont besoin de prospecter. Maintenant, avec ce système, ça veut dire qu'on ne pourra plus donner ses coordonnées à un artisan en disant tiens, appelez un tel de ma part. Mais non, on peut ça n'a rien à voir. Non, mais si, c'est dans la loi. La loi aveugle et bête et inadaptée va tuer un secteur qui est effectivement très nuisible. Valérie. Vous voulez que je vous parle d'une loi? Après, je donnerai la parole à Gilles Plattret. C'est un peu pour détendre l'atmosphère. J'ai appris ça ce matin grâce à Gilles Gansman. On va réécouter une nouvelle loi, une nouvelle interdiction. Les chiens vont être interdits d'aller sur les marchés. Écoutez. Chien interdit les jours de marché. Amigo le chien ne peut plus montrer le bout de sa truffe dans les allées de ce marché de bord de mer. Personne n'a jamais vu ça. Pourtant, il existe une poignée de municipalités en France qui appliquent cet arrêté. Dans le Gers, dans l'Ain et dans d'autres villes bretonnes comme Dinard. Ici, à Saint-Quay-Portrieux, la mesure est en vigueur depuis un mois. Elle s'applique à tous les chiens, même ceux en laisse ou dans les bras. Alors, c'est pas partout, c'est pas une mesure, ça c'est comme nos kids. C'est comme nos kids. Alors, c'est ce que j'allais dire. J'ai eu l'esprit d'escalier, j'ai pas réfléchi. Je préfère qu'on interdise les poussettes dans les marchés que les chiens. Moi, je veux bien, je vous laisse libre de vos propos, mais je trouve que effectivement, il en pense quoi, tout monsieur le maire? interdire, c'est épouvantable. Je sais pas, est-ce qu'il y a une raison, une cause locale? L'hygiène. Pourquoi locale? L'hygiène, ils estiment que c'est pas. Il est dit que le chien fait pipi sur les chiens font pipi sur les stands. Langue de chien, vos beaux médecins. Alors après, il faut vraiment voir les circonstances locales. On va reparler d'un arrêté dans quelques instants. Mais je vois mal comment on pourrait porter atteinte à la qualité sanitaire des produits uniquement parce que des chiens se promènent dans les allées. Alors évidemment, s'ils montent sur les étals, c'est différent. Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de chiens monter sur les étals des marchés de Chalon. Donc, en tout cas, ils sont les bienvenus. Non, mais 130 € ou 150 € d'amende, c'est deuxième catégorie. Moi, pour répondre à Monsieur le maire, je suis ni pour ni contre parce que le problème, c'est pas les chiens, c'est les propriétaires qui sont absolument dégueulasses. Dans comme les enfants, nombre de pays, vous voyez des gens qui se promènent avec leur chien et une petite bouteille d'eau parce que dès que le chien a uriné, même un tout petit chien, immédiatement ils arrosent le trottoir, ils nettoient. Et pour prendre l'exemple d'aujourd'hui, encore une fois, ni pour être pour ni pour être contre, mais hier je me promenais dans la rue, il y avait un commerçant qui était en train de se faire livrer des caisses d'aliments et il y a une personne qui est passée avec son chien et qui a uriné sur les caisses d'aliments. Voilà, les propriétaires sont dégueulasses. En matière de com public, c'est très compliqué de dire à ses concitoyens vous vous comportez très mal, vous êtes des gros dégueulasses. Les propriétaires, les petits sacs maintenant, je suis désolée, il y a un coup de cœur. C'était épouvantable il y a encore 6-7 ans. Aujourd'hui, les gens ont un petit sac plastique et ramassent. Globalement, dans beaucoup de cas, ça progresse. Beaucoup lentement. On marque une pause et on va revenir avec vous sur l'arrêté que vous avez pris dans votre ville de Chalon-sur-Saône. Vous avez interdit le drapeau palestinien. Vous avez été, la justice a suspendu l'arrêté. Et il y avait un appel ce matin. On va en parler avec vous dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité jusqu'à midi. Alors, la fête des pères, c'est dimanche. Et vous le saviez? Parce que la fête des mères, à chaque fois que je le disais, les gens le découvraient. Et donc, à l'occasion de la fête des pères, toute la journée sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. De très jolis bracelets, made in France, confectionnés à la main. La collection vous permet d'exprimer votre créativité en personnalisant votre propre bracelet. Donc vous nous appelez 0826 300 300 et vous pourrez gagner un de ces bracelets pour offrir à votre papa. Un bracelet électronique? Un bracelet. C'est malin. Oh, c'est pas bien ça. Allez, on attend vos appels. Gilles Plattret, votre coup de projecteur sur cet arrêté, vous étiez venu en parler chez André Berkoff, cet arrêté que vous avez pris pour interdire les drapeaux palestiniens dans les manifestations. Alors, en fait, il faut replacer ça dans le contexte. Le contexte, c'était la série d'émeutes qui a émaillé le paysage français dans la nuit du 31 mai au 1er juin,
à la suite de la victoire du PSG qu'on évoquait tout à l'heure. Sauf que là, on était confronté à une bande organisée, déterminée, de 200 jeunes environ, venus des quartiers d'habitat social, qui ont déferlé sur le centre-ville. C'est la première fois en réalité qu'à Châlons, ville tranquille, 47 000 habitants, sur les bords de Saône, en pleine Bourgogne, est confronté à ce genre de phénomène. Donc c'est pas un hasard, et ce qui s'est passé à Châlons s'est passé ailleurs. Et au milieu de l'émeute, puisque les jeunes étaient vraiment là, non pas pour fêter la victoire, parce que ça c'était la première salve d'automobilistes joyeux et klaxonnants, et ça s'est très bien passé, mais ils étaient là pour faire partir des fumigènes et très rapidement détourner les mortiers d'artifice pour les diriger en direction des forces de l'ordre et les caillasser avec tout ce qui leur tombait sous la main. Et au milieu de tout ça, et je le dis en ayant pris le temps non seulement de regarder les événements en direct, mais surtout d'avoir relu les caméras de vidéoprotection, parce qu'il ne faut pas parler dans le vide, il faut regarder les images, et comme officier de police judiciaire, je peux le faire. Le maire a ce pouvoir, et par conséquent, les drapeaux palestiniens étaient un signe de ralliement. Et ils ont concouru à rassembler les émeutiers, à les exciter et à les jeter contre les forces de l'ordre. Vous aviez en particulier un émeutier, je pourrais y revenir, qui, portant le drapeau palestinien et l'arborant véritablement de la main gauche, tenait des pavés de la main droite pour les jeter en direction des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, il a été arrêté, et comme on est en France, il a été immédiatement relâché et il ne sera jugé qu'au mois de janvier. En revanche, la suite de ça, c'est l'arrêté que j'ai pris pour interdire l'exposition du drapeau palestinien sur une durée qui est une durée limitée dans le temps, 3 mois. Et j'ai pris un deuxième arrêté où j'ai réduit à 2 mois, puisque le premier a été suspendu par la justice à la demande du Parti socialiste, de quelques associations d'extrême gauche. Et donc l'arrêté, en fait, est circonscrit dans le temps, dans l'espace, évidemment, c'est sur Châlons. Je n'interdis pas des manifestations pro-palestiniennes, mais par contre, je ne veux pas que le drapeau soit arboré pendant une durée pour calmer les esprits et surtout ne pas inciter de nouveau à l'émeute. Et en fait, le coup de gueule, peut-être, si je veux reprendre la formule de l'exercice auquel nous nous livrons ce matin, c'est simplement le coup de gueule contre les faux naïfs. J'entends parfaitement que le drapeau palestinien peut être un signe sincère d'une volonté que la situation humanitaire s'apaise à Gaza, voire trouve une solution définitive par la création, pourquoi pas, moi j'y crois peu, mais en tout cas j'admets qu'on puisse le défendre, d'un État palestinien dans un avenir plus ou moins proche. Ça, je le reconnais parfaitement. Mais aujourd'hui, ne pas voir que sur le territoire français, le drapeau palestinien devient un signe de ralliement de l'émeute, qu'avait-il à faire au milieu de ce rassemblement de jeunes, face à la police, à la suite d'une victoire du PSG? Il n'avait rien à faire, et en fait, il est devenu, par l'intervention progressive de l'Iran d'abord et de l'Algérie aujourd'hui, il est devenu un signe de ralliement pour précipiter le chaos en France. Et c'est ça que je veux dénoncer aujourd'hui, parce que derrière la situation de Châlons, on verra bien ce que le juge dit, puisque le deuxième jugement sur mon deuxième arrêté, c'est ce matin au tribunal administratif de Dijon. De toute façon, je ne céderai pas. Si nous ne gagnons pas, nous irons en appel au Conseil d'État, mais nous verrons bien, j'attends sereinement la décision du juge. Toujours est-il que aujourd'hui, la difficulté, c'est de ne pas reconnaître ce qui se cache derrière la prolifération du drapeau palestinien. Ça n'est pas simplement l'étendard d'une cause humanitaire. C'est devenu un objet politique qui est agité dans nos quartiers pour semer le chaos en France. Et je le dis avec une certaine gravité. Vous m'aviez interrogé il y a quelques mois sur la mission que nous avions mis en place et qui va rendre dans quelques mois son rapport sur l'entrisme iranien en France. La République islamique d'Iran est derrière ces manœuvres. Elle agit également de plus en plus, et c'est une vraie difficulté pour nous en France avec les services secrets iraniens. Elle s'est rapprochée des services secrets algériens, pardonnez-moi. Elle s'est rapprochée des services secrets algériens, et par conséquent, elle est en capacité aujourd'hui de semer le chaos en France par des jeux d'influence, de jeter des jeunes émeutiers dans les rues. Et c'est ce qui s'est passé chez nous, comme ça s'est passé ailleurs dans d'autres villes de France. Et ça ne va pas se calmer, qu'on ne soit pas naïf là-dessus. Voilà, c'est l'alerte que je lance aujourd'hui à votre micro. Alors j'ai juste une question. Vous évoquez le fait que ce soit des associations qui aient attaqué votre arrêté. J'avais lu dans la presse que c'était le préfet. C'est une erreur Non, en fait, le préfet... Alors, c'est très bien que vous m'engagiez là-dessus, parce que j'ai poussé un coup de gueule il y a une semaine à peine contre le préfet de Saône-et-Loire, puisque c'est bien d'abord le Parti socialiste qui a attaqué le premier arrêté. Ce sont 4 associations d'extrême gauche qui ont attaqué le deuxième arrêté. C'est le jugement de ce matin. Le préfet m'a fait une gentille lettre pour me
demandé de retirer l'arrêté et il a motivé cette demande de retrait avec des éléments totalement faux. C'est-à-dire que personne de l'État n'est venu visionner nos images après coup pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Et le préfet m'a dit, écoutez monsieur, ça n'est pas conforme à la proportion que vous devriez prendre dans ce genre d'arrêté, je vous demande de le retirer. Évidemment, j'ai envoyé promener le préfet, mais ce qui est plus grave derrière tout ça, c'est que le préfet ne peut pas me faire une demande de ce genre dans un sujet aussi tendu que celui-ci sans que la place Beauvau ne lui donne l'accord. Ça veut dire qu'on a d'un côté un État, notamment du côté du ministère de l'Intérieur, qui roule des mécaniques et qui nous dit on est très fort, on lâche rien, et de l'autre des préfets qui, au nom du ministre de l'Intérieur, demandent à des maires qui osent agir de retirer les arrêtés quand ils en prennent. Donc c'est cette duplicité que j'ai dénoncée à l'époque. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est une seconde pour terminer là-dessus, c'est-à-dire que la mauvaise organisation de l'État est un problème majeur. Sophie, si c'était qu'une mauvaise organisation, ça irait bien. Je pense que l'État est déliquescent. C'est bien plus que ça, et qu'il a parfois, hélas, un double langage. Frédéric ? Moi, j'ai le sentiment dans cette affaire que le préfet, dont la mission est le contrôle de légalité, est là plus dans un contrôle d'opportunité en intervenant auprès de vous, et finalement plutôt pour défendre un pas de vague, faisons le moins de bruit possible. Ça. Alors qu'il sort de son rôle. Et en fait, alors il sort de son rôle, il devrait. Alors je ne dis pas qu'il doit soutenir aveuglément tous les élus, je ne dis pas ça. Simplement, dans la lettre que je lui ai écrite et qui a eu un certain écho sur les réseaux sociaux, puisque j'ai voulu la publier, parce que je ne veux pas que ça se passe dans la pénombre d'une alcôve, dans la lettre, je rappelle tout ce que depuis quelques mois, le préfet nous fait subir. Je prends un rapide exemple. Nous avons monté une opération de contrôle d'une épicerie nuit avec police municipale d'un côté et les douanes de l'autre, donc un service de l'État. Ce contrôle s'est tellement bien passé, nous étions là pour saisir du tabac de contrebande. C'est tellement bien passé qu'on a saisi une dizaine de kilos de cigarettes de contrebande, mais qu'on a également saisi 700 grammes de cocaïne. À partir de là, on nous a fait un procès en disant la police municipale n'a pas à s'occuper de stupéfiants. Sauf que nous ne cherchions pas ça, nous les avons trouvés. Le préfet est allé jusqu'à demander au directeur des douanes de ne plus jamais monter d'opération avec la police municipale pour ne pas faire la publicité du maire de Chalon-sur-Saône. Vous savez, quand vous additionnez tout ça, vous vous dites qu'en fait, l'État, en fait, nous empêche d'agir. Parce qu'il a sans doute peur que les maires, prenant des initiatives, aillent beaucoup plus loin que lui. Mais nous agissons au nom de la population. Et je peux vous garantir que nos concitoyens, partout, un sondage est sorti sur mon arrêté, 72% de personnes favorables. La majorité silencieuse, les Français, dans leur ensemble, attendent simplement que nous agissions. Alors, Sophie, un maillage paralysant. Samuel Lafond. Double réaction. Première réaction sur le fait que on sait bien qu'aujourd'hui la gauche dans son ensemble ne vit que là-dessus, que sur ces sujets. On va parler ensuite de Rima Hassan, mais elle est totalement déconnectée de ce que veut le peuple. Donc elle cherche un nouvel électorat de manière tout à fait cynique et elle utilise ces sujets systématiquement. Donc évidemment elle ne dira rien contre le drapeau palestinien parce qu'elle espère que ce sera et son nouvel électorat qu'elle a du mal quand même à mobiliser lors des élections du moins intermédiaires et ses nouveaux militants. Voilà. Elle ne vit plus que pour ça, pour sauver les sièges de quelques députés qui feraient mieux d'être à mon avis remplacés avec un système qui est plus représentatif. Deuxième réaction. Effectivement, le problème, c'est qu'on voit monsieur le maire Gilles Platré qui agit comme d'autres maires localement, puisque pour la population locale, pour les Français, et qui est empêché par un État dont je rappelle encore une fois que son premier rôle est d'assurer la sécurité sur le territoire national. Le contrat social tacite qui nous lie tous en tant que citoyens, on a abandonné une partie de notre liberté en termes on ne se fait pas justice soi-même parce que on dit ok, il y a une justice et une sécurité qui est mise en place par l'État. Aujourd'hui, en fait, on parlait encore d'un arrêté liberticide là, pour empêcher les chiens d'aller sur un marché. L'État réduit au maximum les libertés des Français et il est incapable d'assurer la sécurité. C'est fondamental de rappeler ça parce que sans sécurité, la sécurité c'est la première des libertés. Sans ça, vous ne pouvez pas vivre tranquillement. Et là, c'est déplorable de voir que non seulement, évidemment, il y a une gabegie parce que s'il y a des services de l'État qui agissent, donc les douanes en l'occurrence, avec la police municipale, et qu'ensuite on explique qu'en fait, donc au niveau du ministère de l'Intérieur, donc Bruno Retailleau, disons les noms, agissent en tout cas pour que l'État ne puisse pas aider les maires, eh bien c'est l'argent des Français qui est jeté à la poubelle, c'est la sécurité des Français qui n'intéresse visiblement pas l'État et c'est très grave pour la suite. On va marquer une pause, on va parler de Rima Hassan parce que c'est dans la continuité, quand on voit à quel point le ministre des Affaires étrangères s'exprime sur ce qui s'est passé, sur cette aventure grotesque de cette flottille le bateau selfie, je trouve que ça va assez bien, la croisière selfie.
avec ces rassemblements où des députés de la République profèrent des mensonges, haranguent la foule avec des mensonges, moi ça me pose certaines questions. On y revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, alors on va évidemment parler donc de Rima Hassan et de Greta Thunberg. Je précise que le gouvernement suédois a dit à ses risques et périls, nous, elle savait les dangers de cette opération, c'était pas recommandé, donc on va pas s'investir là-dedans, à contrario de Jean-Noël Barrot qui en fait des tonnes et des tonnes depuis hier. Je voudrais qu'on parle quand même de ce qui s'est passé dans ce collège de Haute-Marne. Il y avait un contrôle, comme c'est le cas dans de nombreuses villes, contrôle par des gendarmes, contrôle des sacs. Et visiblement, un élève de 15 ans a sorti un couteau et a assassiné une assistante d'éducation, victime âgée de 31 ans, qui a succombé à ses blessures dans la matinée. Donc, on ne connaît pas évidemment les circonstances exactes du déroulement de ça, mais il y a des contrôles maintenant, je l'ignorais, moi, faits par les gendarmes dans les établissements scolaires. Je vous confirme, effectivement, gendarmes ou policiers, on est obligé aujourd'hui de fouiller régulièrement par des opérations, on ne le fait pas quotidiennement, mais régulièrement les sacs, parce qu'on sait qu'un grand nombre d'armes blanches en particulier rentrent dans les collèges et les lycées. Ça, c'est une réalité de terrain, c'est vrai qu'il n'existait pas il y a quelques années. Alors, on allait dire, tant mieux, parce qu'au moins, là, pour le coup, l'État prend sans doute la mesure de ce qui est en train de se passer et diligente des forces de l'ordre pour le faire. Mais le vrai souci, alors encore une fois, sous réserve de l'analyse de ce qui s'est passé précisément dans ce collège, et on ne va pas verser comme d'autres le font à bras raccourcis dans la démagogie pour en tirer des conclusions hâtives. Mais je veux simplement rappeler une chose. Et ça se joue dès l'école maternelle. C'est que nous voyons, et les maires peuvent le dire, je pense, et c'est même pas je pense, j'en suis certain, y compris dans des villages, pas simplement dans des villes. Nous voyons des enfants de plus en plus violents arriver dans nos établissements scolaires. Je dis dès la maternelle. Moi, quand on m'apprend qu'un gamin a défoncé à coups de pied une porte de la cantine, c'est qu'on a quand même un souci. Donc tout ça se mêle. Alors qu'est-ce qui joue là-dedans ? Parfois, ça peut être des problèmes de santé mentale. Ça arrive. Mais ils se multiplient. Nous avons une vraie difficulté aujourd'hui sur la multiplication des problèmes de santé mentale dans notre jeunesse. Ça peut être aussi, très clairement, une éducation qui est soit totalement absente, soit laisse se développer une atmosphère de violence dans laquelle les enfants vont baigner et qu'ils vont naturellement reproduire dans le milieu scolaire, avec leurs camarades, dans la rue, un peu partout. Donc là aussi, c'est une alerte. Parce que je suis maire maintenant depuis 11 ans, je peux vous dire que hélas, la situation a terriblement évolué dans le mauvais sens depuis une dizaine d'années. Et le Covid, en fait, a été comme un élément de bascule. Je ne dis pas que c'est la faute du virus. Le confinement n'a pas arrangé les choses. Non, le confinement n'a pas arrangé les choses. Mais en tout cas, il y a une exacerbation de la violence aujourd'hui au quotidien. Et ça se joue notamment dans le milieu scolaire. J'ai bien peur que ce matin, on en ait eu une illustration dans ce collège de Haute-Marne. Et je pense qu'Emmanuel Macron va remâcher sa phrase lorsqu'il évoquait une passion pour le drame permanent et les petites polémiques, et en parlant de brainwashing de certains, je pense que cette phrase, il peut la ravaler et la réfléchir, Samuel Lafont, sur ce drame, qui est un fait divers, mais qui est un fait de société également. Comment imaginer qu'un enfant de 15 ans avec un couteau arrive à tuer quelqu'un, arrive à tuer un adulte avec des gendarmes à côté, c'est invraisemblable. Ça veut dire que c'était un couteau, non pas un canif inoffensif, ça veut dire que c'était quelque chose d'important. Écoutez Valérie, j'ai trouvé les propos d'Emmanuel Macron insupportables, puisqu'on a de plus en plus tendance, depuis quelques décennies dans ce pays, à avoir une pseudo-élite totalement déconnectée, qui a l'impression que, en fait, ce que remontent les Français comme problème au quotidien, et les Français sont bien conscients de ce qui se joue dans notre pays, les problèmes d'insécurité, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de santé, là on voit que c'est un sujet majeur, notamment pour les prochaines municipales, et bien à chaque fois on a quelques-uns en haut, au sommet du pouvoir, qui expliquent que les Français seraient trop cons, qu'ils ne comprennent pas et qu'il faut qu'ils pensent à autre chose. Je trouve ça personnellement insupportable. Ils ont un comportement totalement antidémocratique, de manière générale, dans leurs actes et même dans leurs principes, dans leur manière de voir le peuple. Ouais. Ensuite, sur le sujet de la sécurité, malheureusement, donc vous l'avez dit, cette surveillante serait décédée. Elle est décédée, c'est confirmé. J'ai envie de dire que c'est la suite logique, malheureusement, de l'impunité permanente qui est installée. Alors c'est lié à ce que vient de dire Gilles Platré, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui est de plus en plus prégnante, très jeune.
Avant, c'était au lycée, puis après c'est redescendu au collège, puis en école primaire, on en parlait il y a quelques années, et maintenant c'est également en maternelle avec des élèves qui sont extrêmement violents. Sauf que il y a deux possibilités. Soit l'individu est jugé pénalement et considéré responsable pénalement, soit ce sont ses parents. Et quand on fait dès les premières années de droit, on l'apprend ça. En fait, si c'est pas la responsabilité de l'enfant, c'est la responsabilité des parents. Mais c'est vraiment un oubli total, parce que les parents ne semblent rien craindre. Et je termine là-dessus. On parle souvent de la justice en disant que il y a un volet éducatif, réinsertion pour les prisonniers. Ça, c'est souvent d'ailleurs la gauche qui dit ça et qui ne parle que de ça, qui ne parle pas de la peine en tant que condamnation, mais également un aspect dissuasif. Lorsque la justice n'est plus du tout dissuasive, on vit dans une société où ceux qui n'ont aucune considération pour les Français autour d'eux, pour les concitoyens, eh bien peuvent se permettre de voler, d'agresser, voire de tuer, et ça devient une normalité. Et c'est pas, contrairement à ce que certains disent, à cause des jeux vidéo, à cause des films violents ou je ne sais quoi, c'est simplement parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout faire et qu'ils n'ont aucune crainte. Juste un mot, Sophie, avant de vous donner la parole, la maman d'Elias, vous savez, ce jeune homme qui a été poignardé par deux jeunes qui eux-mêmes avaient interdiction de se voir. Enfin, les juges ont prononcé une peine d'éloignement contre deux individus qui vivaient dans le même établissement, dans la même tour HLM. Ces deux ont assassiné Elias qui sortait d'un match de foot. Elle était ce matin chez nos confrères de BFM TV et elle disait Elisabeth Borne veut prendre le temps de réfléchir, mais on n'a plus le temps de réfléchir, il faut agir. C'était avant ce meurtre, c'était avant cet assassinat. Et effectivement, on a des mots, des paroles et les drames se succèdent. Ce qui est insupportable, mais c'est que pendant tout ce temps où ils réfléchissent, on a des Français qui meurent, des Français qui se font agresser, des femmes qui se font violer dans le pays. Et ça dure depuis des années, et ça fait des années que les Français disent qu'est-ce que vous faites pour notre sécurité ? Alors, je partage évidemment tout ce qui est dit, sauf que je ne suis pas tout à fait sur la même ligne. Je pense que la dégradation de l'éducation donnée par les parents est terrible. Gilles Catré. Vraiment, la dégradation de l'éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut lancer un appel national aux parents. Il ne faut pas dire, c'est pas la responsabilité pénale, ceci, etc. C'est stop. Je pense qu'en chaque début d'année scolaire, on devrait convaincre les parents qu'ils aient un jour ou 2 jours en disant, voilà, ils doivent respecter vos enfants, l'éducation, sinon ils seront virés immédiatement. Vous aurez une amende si, etc. Je crois que la mobilisation des parents est fondamentale. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement les banlieues qui n'éduquent pas leurs enfants. Les petits bourgeois, c'est probablement moins visible, mais tous les parents ont peur de leurs enfants aujourd'hui, ils n'osent pas être sévères, la sévérité n'est pas supportable. On considère depuis mai 68, moi je pense que c'est depuis mai 68, que l'enfant est une petite personne qui a tous les droits. On voit au restaurant un môme de 2 ans à qui on dit tu veux une seule meunière ou tu veux un steak machin. On lui donne le choix sur tout. On lui donne ensuite une petite tablette pour qu'il se distrait pendant le repas. Il n'y a plus du tout d'éducation. Non mais on n'y arrivera dans tous les milieux. Mais il y a, relisez Maurice Berger, je suis désolée de le citer à chaque fois, qui il y a 20 ans avait écrit un livre « Si nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des barbares ». Et il racontait exactement le processus de ce qui est en train de se passer. J'avais interrogé un autre pédopsychiatre. D'ensauvagement par des parents qui sont dépassés, par des parents, par des mères seules souvent, par des gens qui élèvent leurs enfants. C'est compliqué à dire. Non. Il n'y a pas de mère. En fait, il n'y a pas de père. Il y a la télé pendant les repas avec de la violence aussi. Il y a tout il le qui raconte. Et j'avais interrogé il y a 20 ans. Une éducation communautaire où finalement tout le monde surveille tout le monde. Exactement. Et en fait personne ne surveille personne. Et j'avais posé la question à un autre pédopsychiatre en disant il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il m'avait dit se barrer. Il m'avait dit il faut se barrer, il faut quitter ce pays. Et pour aller où ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il prévoyait. C'est un phénomène mondial. Il prévoyait ce qui se passait. Lisez le livre. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, pas d'accord sur phénomène mondial. Lisez le livre de Maurice Berger, où il demande à des gamins de 10 ans, 8 ans, 10 ans, de dessiner un visage avec une expression, la joie, la peine, la colère. Ils sont incapables de le faire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'on n'a pas joué avec eux, parce qu'on ne leur a pas parlé, parce qu'on ne les a pas éduqués. C'est ce à quoi il est confronté, lui, dans les centres. Je redis cet exemple où un gamin de 15 ans avait failli en tuer un autre. Il lui dit pourquoi tu ne l'as pas tué ? Il dit parce que mon copain m'a retenu par la capuche. Je veux dire, c'est pas parce qu'on tue pas les gens, c'est parce qu'on m'a empêché de le faire. Je veux dire, on en est là. La conscience du bien, du mal, de la violence n'existe plus. Sur ce terrible fait divers. Mais quand même, par rapport aux autres pays, vous disiez justement que c'était pas partout pareil. Il y a quand même un phénomène. Mais que le phénomène prenne de l'ampleur, c'est une chose, mais maintenant on ne peut pas dire que ce soit un phénomène mondial. Déjà, dans notre société française, il y a un mot qu'on ne connaît plus. Occidentale, en tout cas.
occidentale, il y a un mot qu'on ne connaît plus, c'est altruisme. Oui, c'est L'altruisme, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et si on interroge les jeunes dans la rue, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Non pas parce que ces jeunes soient idiots, mais c'est parce que ni l'éducation, ni la famille, personne ne leur a appris ce que c'est que de regarder l'autre, de s'intéresser à l'autre, voire de mettre l'autre avant soi. Il y a plein de sociétés, en Asie, j'en parlais il y a une semaine, en revenant notamment d'un long voyage en Asie, l'altruisme, c'est la première des valeurs. C'est-à-dire que quand vous arrivez le premier dans votre entreprise, vous vous garez au plus loin du parking pour permettre à ceux qui arriveront les derniers d'avoir moins à marcher. Un bel exemple, dans les ça. pays asiatiques, Japon, depuis très longtemps, les gens portent le masque dès qu'ils sont malades. Et c'est donc ils portent le masque non pas pour se protéger du virus de l'autre, mais pour empêcher l'autre d'attraper son virus. Juste, un Ça, mot c'est oublié, l'altruisme. L'altruisme, on ne connaît plus ce mot, et donc on n'est pas éduqué, on n'est plus éduqué. Et ça donc c'est juste pour ça que j'étais pas d'accord sur le fait que ce soit partout dans le monde. C'est loin d'être le cas. Il y a encore des pays où l'autre, on lui porte une considération. Et ça change beaucoup de choses dans le fonctionnement du quotidien et dans son rapport à l'autre. Un éditeur me signale, parce que je pense que les informations arrivent, me dit un gamin de 15 ans vient de tuer une enseignante et blesser un gendarme. Donc il a en plus blessé le gendarme. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la force aussi physique de ces personnes, la colère. Sophie, pourquoi je vous parlais de chaîne pénale et d'action de l'État? Puisque évidemment il y a un sujet d'éducation, mais l'action immédiate de l'État qui doit obtenir des résultats. Moi, ce que j'attends du politique, c'est d'obtenir des résultats pour la France et pour les Français, pas du blabla. Si vous voulez faire de la philosophie politique ou écrire, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire les deux à la fois. Mais l'action du responsable politique, c'est de prendre des décisions, de les faire appliquer. Ils n'ont pas le pouvoir. Pour la France et pour les Français. Si, on peut se le parfois, il y a du pouvoir, on peut se le donner. C'est une parfois. histoire de Alors, volonté qu'est-ce que vous politique. feriez, Beaucoup de- monsieur le maire? C'est arrivé dans une école près de chez vous. Vous faites quoi? Sophie, juste pour terminer, l'action immédiate de l'État, évidemment qu'il y a des soucis d'éducation, parfois dans des familles qui sont d'origine immigrée, pas que, mais parfois, avec des modèles familiaux qui sont différents de ceux dont on a l'habitude, mais l'action immédiate de l'État doit être la suivante. Parce que vous disiez que même dans certaines familles dites bourgeoises, il peut y avoir des problèmes. L'État ne va pas se mettre dans toutes les familles, on n'est pas en URSS. Donc l'action de l'État doit être, attention, vous faites des choix, vous avez des responsabilités et vous devez simplement les suivre. Il y a des conséquences aux actes. Mais vous faites quoi? On prend les Alors, responsabilités monsieur pénales. le maire, qu'est-ce que vous faites? Alors, C'est arrivé près de chez vous. on a, et heureusement ça n'est pas encore le cas, mais vous savez, des protocoles agression pour des agents de la ville de Châlons, j'en reçois hélas régulièrement, notamment sur des faits qui peuvent être reprochés à des enfants qui sont trop violents, et lorsqu'on en fait la remarque, les parents débarquent. Je sais. À l'école ou dans la structure préscolaire pour agresser verbalement et menacer nos agents, en les traitant de racistes si la famille est d'origine étrangère, en disant c'est forcément à cause de la couleur de notre peau que vous avez été injuste avec mon enfant qui est un ange, ou pour d'autres motifs. Donc ça, c'est la réalité. Je pense que des expulsions immédiates sont nécessaires. Vous ne pouvez pas le faire, monsieur le maire. Mais attendez, vous me demandez ce que je voudrais faire. Ah non, ce que vous feriez aujourd'hui. Je vais vous dire que mon pouvoir était là, c'est très limité. Aujourd'hui. Et mon pouvoir était là, c'est très limité. Alors si on en revient au problème que j'exposais tout à l'heure, c'est-à-dire que les maires veulent bouger, en tout cas il y a un certain nombre d'élus qui veulent le faire, et l'État ne nous donne pas les moyens de le faire. Mais le vrai problème de tout ça, et je pense que vous avez vraiment posé le problème de l'éducation, c'est en fait un problème d'autorité. Regardez tous les maux dont souffre notre pays, c'est toujours l'affaiblissement de l'autorité de l'État qui amène à ce que la violence se développe sur le terrain. Mais c'est une loi de l'histoire. Face à la violence naturelle, parce qu'elle existe cette violence dans la société, dans l'humanité. Hélas, faut pas être naïf. Si vous n'avez pas un État fort qui se donne les moyens de protéger la société contre ceux qui développent la violence, eh bien vous avez la situation actuelle et elle va encore empirer. Hélas, elle empirera parce qu'il n'y a pas de solution immédiate pour établir l'autorité de l'État. Enfin, je suis libéral en économie, mais je suis forcément très favorable à ce que l'État restaure son autorité. Ça ne peut pas être autrement dans une société comme la nôtre. Quand on prend les choses froidement, vous avez un jeune de 15 ans qui a tué une surveillante et qui a blessé un gendarme. Est-ce que vous vous rendez compte? On se retrouve dans un instant. Moi, je voudrais... Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Gagnante, nous avons un gagnant ou une gagnante, Chris de Toulouse, qui a gagné donc ce magnifique bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. Donc une marque française, tout est fait en France, un cordon garanti à vie pour la fête des pères. Une bonne idée que d'offrir ce bracelet. Sud Radio et Le Vent à la Française donc vous offre ce bracelet tout au long de la journée. Vous pourrez jouer pour en remporter d'autres. Samuel, j'ai oublié votre coup de gueule rapidement parce que je voudrais qu'on continue sur. J'ai hésité.
début, je pensais vous parler de ce qu'Éric Zemmour a évoqué ce matin. Dire l'ensauvagement, multiplication des violences, les fausses excuses suite aux émeutes après la victoire du PSG, où en fait on ne veut pas dire simplement que les émeutiers sont responsables, qui doivent être poursuivis et condamnés. Je voulais également vous parler de la situation en Nouvelle-Calédonie, puisque on a l'impression. Qu'est-ce que vous pensez de Zemmour ? J'ai pas compris. Non, mais vous allez voir. Puisque en Nouvelle-Calédonie, on a l'impression qu'il y a un abandon. On a lancé une grande campagne de reconquête. Sarah Gnafo a signé une tribune dans un média local. C'est largement repris là-bas. Les Calédoniens ont l'impression d'être abandonnés par l'État. Il y a eu 3 référendums pour rester en France. Et à chaque fois, on a l'impression que l'État s'en fiche et qu'on va redemander aux Calédoniens ce qu'ils veulent. Les Calédoniens l'ont dit depuis des années. Il y a plein d'actions à mener. Il faut dégeler le corps électoral sur place. Il faut savoir qu'il y a des Français qui ne peuvent pas voter, participer aux élections. Investir évidemment économiquement. Et puis arrêter d'être naïf quand on voit qu'il y a des indépendantistes qui discutent directement soit avec la Chine, soit avec l'Azerbaïdjan pour signer des accords, pour notamment faire exploiter notre nickel par d'autres nations, etc. Donc là, il faut une fermeté et on a l'impression que l'État perd son temps. Mais mon coup de gueule, finalement, il est contre cette gauche qui aujourd'hui milite pour censurer un spectacle dans l'Allier, un spectacle qui s'appelle Les Murmures de la Cité, un spectacle historique. Pourquoi ? Simplement parce que Pierre-Édouard Stérin, donc le fondateur de Smartbox, a financé via le Fonds du Bien Commun. Donc Fonds du Bien Commun, c'est un fonds qui permet de financer des œuvres et des associations, a choisi de financer ce spectacle. Pour une fois qu'on a un spectacle clairement, on est en France périphérique, on n'est pas en pleine métropole. Il y a des locaux qui se mobilisent pour faire ce spectacle avec 300 personnes, des cavaliers, une grande fresque historique sur 2000 ans. Eh bien, la gauche a pris le prétexte que Pierre-Édouard Stérin finance ce spectacle pour demander qu'il y ait une suppression des subventions et que le spectacle n'ait pas lieu. Alors, si vous voulez y aller, c'est à Moulins, dans l'Allier, le 11, 12 et 13 juillet. Et j'espère bien que ce spectacle, comme d'autres, pourront avoir lieu, parce que c'est une chance pour les Français qui sont sur place. Et on ne comprend pas que la gauche soit aussi. Ce que j'ai du mal à comprendre avec cette gauche, j'ai entendu parler d'un festival, d'un salon du livre également, où la gauche s'est mobilisée, enfin la gauche et les fils s'est mobilisée auprès de la mairie pour empêcher la venue de Christine Kelly dans cette manifestation. C'est la même chose avec Dimitri Casali et Historoc, cet opéra qui reprend tous les grands tableaux de l'histoire de France et qui essaye d'être saboté à chaque fois par les associations d'extrême gauche ou partis d'extrême gauche, et qui à chaque fois rencontre un succès populaire énorme. Dimitri vient de réunir 4000 jeunes, et voilà, je pense qu'il y a une bataille culturelle, c'est pas la peine de se le cacher, et donc tout ce qui n'appartient pas à l'écosystème LFiste doit être rejeté, et parfois par la violence, puisqu'ils n'hésitent pas à faire du blocage. Donc c'est un combat, voilà, il faut le mener, et il faut relayer les appels. Après tout, c'est aussi une notion de diversité culturelle. Sinon, on n'aura que de la soupe d'extrême gauche à digérer. Et je rappelle que la lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, qui est écrit par Sharp, qui est joué en pièce de théâtre. Sharp, qu'on peut difficilement accuser de racisme ou de faire le jeu de la droite. Sharp assassiné, je le rappelle, en 2015 par des terroristes. Cette pièce ne peut pas être jouée dans 99% des cas, à la Sorbonne en particulier, où cette pièce n'a pas pu être jouée par opposition d'un certain nombre de personnes. Donc c'est un sujet important. Revenons quand même au sujet de la matinée, avec cette surveillante tuée d'un coup de couteau, ou de plusieurs coups de couteau, poignardée par un élève de 15 ans. Un gendarme a été blessé lors d'un contrôle, justement, qui portait sur les armes introduites dans les collèges. Sophie, vous vouliez dire encore, évoquer les parents, évoquer quoi ? Qu'est-ce qui va devenir ? Qu'est-ce qui va devenir, ce jeune ? D'abord, je trouve que c'est un drame. Je suis bouleversée, vraiment. Donc déjà là, c'est un moment particulier. Donc c'est à ça qu'il faut penser, à tout, à des enfants, j'en sais rien. Je me suis trompée, en fait. Je voulais qu'on parle d'Emmanuel Macron et de sa réaction. Emmanuel Macron qui tweet... La surveillante poignardée, donc la nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime. Et il dénonce le déferlement d'une violence insensée. Là, c'est très embêtant. Politiquement, c'est très embêtant. C'est très embêtant parce qu'il a dit exactement le contraire. Médiatiquement, avec des mouvements de bras et des convictions extraordinaires en 2 jours. C'est un drame. Il emploie un vocabulaire, que ce soit le frérot
ou le brainwashing d'un côté. Il accuse les médias, la presse, les faits divers. Le lendemain, il se trouve confronté... Son propre gouvernement, il se trouve confronté à la bêtise qu'il a dit. C'est pas son propre gouvernement, il a choisi personne, il choisit plus rien. Et puis, je vais vous dire quelque chose, on s'en fout de ce qu'il dit maintenant. Parce qu'il y a un moment, c'est trop. Donc, franchement... C'est peut-être ça la vérité, c'est peut-être ça la solution. Oui, voilà. Il est quand même le président de la République. Il est quand même le président de la République. Et c'est une pitié que de le voir ainsi agir. Absolument. Mais d'un autre côté, plus rien n'a d'importance dans sa bouche, puisque tout est dit et son contraire. Donc moi, j'ai même pas envie de... C'est absurde. Je veux dire, il a Brigitte Macron qui a été professeur, qui devrait un petit peu le reprendre sur le vocabulaire et qui a un peu de bon sens et qui doit faire quelque chose. C'est stop. Moi, je veux même pas parler de Macron. Par contre, il y a un autre sujet aussi qui est très grave et c'est aussi grave, c'est la petite embarcation. Oui, mais là, on n'a pas le temps d'en parler. Il faut dire un petit mot. Même une petite embarcation qui débarque en disant qu'on va s'élever. Même chose, Macron qui est intervenu de façon absurde. On parlait de Rima Assad, sur Israël, sur le deuxième pays en face. Donc tout ça, on est dans une bouillie sémantique du président de la République et je pense que la première chose à faire, c'est de plus l'écouter et qu'il y ait des gens vraiment capables de dire qu'est-ce qu'on fait concrètement tout de suite. Et alors je suggère que le môme qui a assassiné l'infirmière, il a 15 ans, personne ne sait quoi faire, les juges non plus, rien n'a été fait. Moi je suggère qu'on lui mette des menottes et qu'on livre à l'Élysée. Rien n'a été fait, ça date de ce matin. Pardon ? Non, Sophie dit rien n'a été fait, ça date de ce matin. Mais non, mais ce ne sera pas fait dans 8 jours. Et on pense à Boualem Samsal qui est toujours emprisonné. On pense également à 2 otages en Iran dont personne ne parle, 2 Français qui sont là-bas et pour lesquels personne ne se mobilise. C'est fini, mais j'imagine qu'André Berkoff va revenir sur cette matinée et cet assassinat d'une surveillante à Nogent en Haute-Marne. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.